Bienvenue à la partie officielle de la 90e Assemblée Générale de l'Affaire Genève. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et d'avoir l'honneur de pouvoir vous présenter le programme de cette soirée qui marque le 90e anniversaire de la Fédération. Premièrement, Monsieur Yvan Slepkin, président, ouvrira la série d'interventions par une allocution. Il sera suivi par Monsieur Blaise Matet, directeur général, qui interviendra pour présenter l'actualité au niveau national et international. Monsieur Mauro Poggia, vice-président du Conseil d'État, nous adressera ensuite le message du Conseil d'État. Finalement, Monsieur Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail, nous parlera du dialogue social à l'aube du centenaire de l'OIT, des perspectives et des défis. Vous serez ensuite conviés au cocktail qui suivra cette manifestation. Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à Monsieur Yvan Slepkin. Monsieur le Président, c'est à vous. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de déclarer ouverte la partie officielle de la 90e Assemblée Générale de la Fédération des entreprises romandes de Genève. Année un peu particulière puisque dans le cadre de son 90e anniversaire, l'Affaire Genève se place dans le futur. Je vous remercie vivement de votre présence ce soir, présence qui témoigne de votre intérêt pour notre fédération. Le temps me manque pour saluer personnellement tous nos hôtes, qu'il me soit cependant permis de remercier de leur présence. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à M. Guy Ryder, directeur général de l'OIT, notre orateur invité. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Mauro Poggia, vice-président du Conseil d'État, Messieurs Pierre Maudet, Serge Dalbousco et Luc Bartassa, conseillers d'État, M. Benoît Jonecamp, conseiller national, Mme Ania Widengelpa, chancelière d'État, Mme Sandrine Salerno, conseillère administrative, M. Thierry Apotello, conseiller administratif et président de l'Association des communes, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mme Christina Gaggini, directrice romande d'économie suisse, Madame Alexa Kratinger, représentante de l'Union suisse des arts et métiers, Monsieur Jean-Jacques Helminger, responsable des affaires internationales du travail, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs de la Fédération des entreprises romandes, Monsieur Jean-Luc Favre, président de l'Union des associations patronales genevoises, Monsieur Juan Carlos Torres, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, ainsi que Madame Antonietta Frangi, vice-présidente, ainsi que les membres de la direction générale de la CCIG, Monsieur Robert Hensler, président de Palexpo, Monsieur François Puricelli, directeur, membre de la direction du centre patronal, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de département, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs de département, Mesdames et Messieurs les représentants et délégués des associations et institutions fédérales et cantonales, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires des syndicats, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, membres de notre fédération, Mesdames et Messieurs les membres de l'Affaire Genève, chers amis. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette 90e Assemblée Générale de l'Affaire Genève. Comme je l'ai dit, 2018 marque pour notre fédération un nouvel anniversaire qui nous rapproche toujours plus du siècle d'existence. En 90 ans, qu'avons-nous vu comme transformation de la société? Des premières assurances sociales au CCT, d'une économie centrée sur les secteurs primaires et secondaires à la nouvelle économie, de la post-industrialisation à la révolution 4.0, notre fédération a toujours évolué en phase avec son temps, avec la volonté d'être un acteur et non un spectateur des changements observés, pour défendre et servir au mieux les intérêts de ses membres. Une des missions de notre fédération est de mieux appréhender l'évolution de la société. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer cette année du 90e anniversaire à l'économie de demain, aux impacts de la digitalisation, de la numérisation, de la robotisation sur l'organisation même de notre société, sur le fonctionnement de l'économie et de nos entreprises. Tout au long de l'année, nous vous invitons à participer à des conférences et des tables rondes sur ces sujets avec des experts de renom. Après la conférence passionnante du docteur Laurent Alexandre sur l'intelligence artificielle en mars dernier,
Vous pourrez assister le 14 juin prochain à la conférence de Rudi Danvel, futuriste renommé, qui viendra nous faire le tri en buzz et disruption. Fin août, vous aurez l'occasion de participer à une rentrée des entreprises particulière, placée sous le signe du futur. Enfin, au mois de novembre, nous entendrons Stefana Broadbent et Pascal Briot sur les métiers et les outils de demain. On se réjouit de pouvoir partager ces moments avec vous et de s'interroger ensemble sur l'évolution de notre société. Mesdames et messieurs, élection cantonale oblige, l'ordre protocolaire de notre Assemblée est légèrement modifié. Le vice-président du Conseil d'État, M. Mauro Poggia, prendra la parole avant notre orateur principal, Guy Ryder, M. Poggia devant se rendre ensuite au grand débat électoral organisé par l'Aimant Bleu. Je remercie M. Ryder pour sa compréhension et je me réjouis d'entendre M. Poggia sur les sujets qui touchent les entreprises, l'emploi et sa vision des relations entre secteur public et secteur privé. Je suis certain qu'il vous aura convaincu ce soir à cette Assemblée afin que vous ne le suiviez pas au grand débat de l'Aimant Bleu. Car si une des missions de notre fédération est de mener une réflexion permanente sur l'évolution de la société, une autre mission, en dehors bien entendu de tous les services que nous vous proposons pour simplifier votre quotidien, est de peser un poids au niveau politique pour défendre des conditions cadres qui soient propices à nos membres, qui soient propices aux entreprises, à la création de valeur et au développement de l'emploi. En 2017, notre fédération s'est beaucoup investie sur 2 dossiers majeurs pour l'avenir économique de notre pays. La réforme de l'imposition des entreprises, RIE 3, et la réforme du système de prévoyance vieillesse, PV 2020. Soucieux de préserver les équilibres et conscients des enjeux liés à ces 2 réformes, nous avons privilégié des voies médianes, consensuelles, avec pour objectif de faire aboutir des projets essentiels pour le maintien de conditions cadres propices aux entreprises. Malheureusement, dans les 2 cas, la majorité du peuple et des cantons ont refusé ces réformes. Ces refus populaires n'ont pas permis pour autant de régler les problèmes posés. Bien au contraire, les incertitudes demeurent et une insécurité juridique et financière pèse sur les entreprises du pays. 2018 sera donc une année importante pour ces 2 dossiers et bien d'autres encore. Si notre directeur général, Blaise Matter, reviendra sur certains d'entre eux lors de son intervention, permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur le projet de la fiscalité des entreprises, projet essentiel qui doit trouver des solutions rapides, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal. Le projet appelé aujourd'hui PF17, qui a été présenté par le Conseil fédéral, est de notre point de vue un projet équilibré et acceptable. Il l'est d'autant plus que ce projet est entièrement compatible avec le projet cantonal. La loi fédérale proposée est corrigée des principaux excès qui avaient plombé le projet précédent. Cette loi fixe un cadre afin que le débat puisse être mené au niveau des cantons, chacun ayant ses particularités, ses spécificités. Ce cadre doit être rapidement posé, je l'ai dit, car le temps presse. Les délais fixés par la communauté internationale ne sont pas extensibles. Comme l'ont indiqué récemment les ministres des Finances de l'Union européenne, si la Suisse veut sortir de la liste grise des paradis fiscaux dès 2019, elle doit adopter rapidement PF17. Il faut dès lors souhaiter que ce cadre fédéral ne soit pas contesté par un référendum, ou du moins qu'il soit soutenu par une très large majorité. Pour permettre à la Suisse de se mettre en conformité dans les délais impartis, il est nécessaire de laisser un maximum de latitude aux cantons. Mais il est aussi nécessaire, nous sommes convaincus, que cette réforme doit être accompagnée de mesures sociales, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal. Avec un résultat consolidé de plus de 9 milliards en 2017, on peut penser que la Confédération a les moyens de mener cette réforme de la meilleure des manières, quitte à augmenter si nécessaire sa participation financière. Les discussions se sont ouvertes au niveau des chambres fédérales et nous attendons avec impatience les résultats de ces dernières. Relevons que dans le cadre de ce dossier, notre fédération a été entendue au début du mois par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États. Il s'agissait de l'unique représentant roman auditionné sur le sujet. Ce fut l'occasion pour nous de soutenir le projet du Conseil fédéral et de rappeler l'importance des sociétés à statut dans notre canton et l'apport de ces dernières en matière d'emploi, ainsi qu'au niveau de l'impôt fédéral direct et de la péréquation intercantonale. Souhaitons qu'un large consensus puisse aboutir dans l'intérêt du pays. Au niveau cantonal, les positions sur le sujet n'ont guère évolué depuis février 2017.
Dans l'attente du projet fédéral, la commission fiscale du Grand Conseil a certes voté sur le principe d'un taux à 13,49%, mais sans aller plus loin. Parallèlement, dans le cadre des élections cantonales, la gauche, soutenue par les syndicats, a lancé l'initiative Zéro Perte, affichant son opposition au projet déposé en 2016 par le gouvernement. Les pertes fiscales estimées sont, selon les initiants, une menace contre les prestations et la qualité du travail au sein de la fonction publique. En contestant de cette manière cette réforme, l'alternative durcit les fronts tout en mettant en péril des centaines de millions de rentrées fiscales et près de 60 000 emplois dans notre canton. Dans un environnement national et international compétitif, le canton de Genève doit faire le choix d'une politique fiscale attractive mais équitable, dynamique mais solidaire, qui bénéficiera à tous les Genevois grâce à ses effets multiplicateurs. Des choix plus idéologiques seraient le risque de voir l'essor économique et social de notre canton décliner. Les résultats des élections cantonales du week-end passé sont dans ce contexte contrasté et n'apportent aucune certitude. Car si on peut se réjouir du renforcement des partis traditionnels au détriment des partis qualifiés de populistes, il n'en demeure pas moins que les équilibres n'ont guère changé. Le troisième bloc reste un allié déterminant pour toute constitution de majorité. Ces incertitudes rendent d'autant plus importante l'élection au Conseil d'État. Car pour faire aboutir des dossiers aussi importants que PF17, il est essentiel que notre canton dispose d'un gouvernement solide, avec une majorité claire, unie, soudée, qui partage la même vision pour Genève et sa région. Retrouver au sein de l'exécutif les mêmes équilibres qu'au Parlement, avec un magistrat qui pourrait à lui seul arbitrer tous les débats ou presque, serait source de confusion et d'instabilité. Cette majorité claire, mesdames et messieurs, passe par un soutien sans faille aux 4 candidats de l'entente. Parmi eux, félicitons au premier lieu Pierre Maudet pour sa brillante élection au premier tour. Cette élection couronne le travail de fond réalisé depuis plusieurs années par le magistrat, d'abord en ville de Genève, puis au niveau du canton. Mais pour que Pierre Maudet et l'entente puissent appliquer leur politique, une politique en faveur de conditions cadres favorables à l'économie et aux valeurs libérales, ils doivent pouvoir compter sur les 3 autres candidats de l'entente, Nathalie Fontanet, Serge Dalbousco et Luc Bartassa. Il en va de l'aboutissement de la réforme de la fiscalité des entreprises, comme d'autres dossiers essentiels, tels que la réforme de la caisse de pension de la fonction publique, la modernisation de cette fonction publique, l'amélioration de la mobilité au sens large, ou encore les projets d'aménagement du territoire, pour ne citer que les plus importants et les plus urgents. Le 6 mai prochain, c'est compact qu'il faudra voter en soutenant les 3 candidats de l'entente, sans aucune arrière-pensée. Il en va de l'avenir de notre canton. Cette majorité pourra compter sur Mauro Poggia dans nombre de dossiers, car je ne doute pas un seul instant qu'il ne soit réélu. Le vice-président du Conseil d'État, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir, ce dont nous lui savons gré, a démontré durant la législature écoulée qu'il partageait souvent les valeurs de l'économie, celles de la liberté et de la responsabilité. Néanmoins, je constate que certaines de ses actions ou positions ont suscité de l'incompréhension chez certains de nos membres. Je pense aussi ici au milieu de la santé. Je pense aussi à des propos portés contre certaines branches de l'économie accusées de privilégier les emplois à bas coût au détriment d'emplois locaux, alors que notre action ne cesse de viser à empêcher les abus, même si, bien entendu, il existe toujours des moutons noirs. Je pense enfin à une vision parfois un petit peu trop restrictive de la région et du Grand Genève. Mais je suis convaincu qu'au sein du nouveau Conseil d'État, M. Poggia sera un homme de dialogue et de consensus. C'est en faisant aussi confiance au milieu économique et en travaillant avec la région que notre État social pourra un peu souffler. Mesdames et messieurs, cette Assemblée générale est l'occasion pour moi de transmettre aussi mes remerciements au Conseil de direction, à la Direction générale et à l'ensemble des collaborateurs de la FER Genève. Leur travail est remarquable. Chacun apporte à son niveau ses compétences, son enthousiasme, et je dois dire que c'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir présider une fédération comme la nôtre. Au niveau du Conseil de direction, relevons cette année le départ de Claude De Dominici. Après 9 années passées au sein de notre Conseil, Claude a fait le choix de démissionner pour profiter pleinement d'une retraite bien méritée. Je le remercie pour toutes ces années durant lesquelles il a représenté avec assiduité le secteur des assurances au sein de notre Conseil. Il est remplacé par M. Denis Hochstetler, agent général de la Mobilier Assurance à Genève.
Enfin, sachez, mesdames et messieurs, que M. Stéphane Tanner, membre de notre conseil depuis 2015, a été quant à lui élu au sein du comité directeur. On se réjouit de pouvoir bénéficier de ses compétences dans notre mission de bonne gouvernance de la Fédération. Mesdames et messieurs, je ne terminerai pas mon intervention sans remercier une fois de plus M. Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail, d'être parmi nous ce soir pour nous présenter dans quelques instants son exposé sur le dialogue social à l'aube du centenaire, encore un anniversaire de l'OIT. Enfin, permettez-moi aussi d'avoir une pensée émue pour Michel Brunswick, président de notre fédération de 1989 à 1996, qui nous a quittés récemment à l'âge de 94 ans. Michel a été une des personnalités qui aura marqué l'histoire de notre fédération, mais aussi l'histoire du canton et de son économie. Et c'est pourquoi je vous propose d'observer quelques instants de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très agréable soirée. Je cède à présent la parole à notre directeur général, Blaise Matter. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous fêtons, comme on vous l'a dit, les 90 ans de la Fédération des entreprises romandes, sous le signe de la tradition et de l'innovation. L'affaire Genève, c'est un peu l'histoire des singularités. D'abord avec la création, dans les années 30, d'une nouvelle organisation qui s'est intitulée le Groupe patronal interprofessionnel, ceci en 1928. Il y avait derrière cette création l'idée de mettre sur pied en commun avec les syndicats chrétiens une nouvelle organisation sociale. Sa base était la doctrine catholique de la fin du XIXe siècle, avec le corporatisme revu par cette doctrine. Il s'agissait aussi d'apporter une réponse à la suite de la révolution industrielle s'agissant des conditions sociales. L'idée était que les branches règlent l'organisation des relations du travail et tiennent, j'en suis désolé messieurs, l'État à l'écart, cet État étant jugé moins compétent que d'autres pour s'occuper des relations entre employeurs et employés. A vu donc le jour en 1931, avec les syndicats chrétiens, la Fédération genevoise des corporations. Elle avait, à cette époque déjà, 3 spécificités qui faisaient son originalité. D'abord, elle mettait l'accent sur le dialogue social à une période où celui-ci était très difficile. Ensuite, elle faisait appel à l'interprofessionnalité. Certes, elle demandait aux branches de régler les conditions sociales, mais elle regroupait dans un groupement interprofessionnel des entreprises de toutes les branches. Et enfin, ça n'était pas un corporatisme figé, celui que Turgot avait tant combattu à la fin du règne de Louis XVI. Non, c'était un corporatisme ouvert pour un libéralisme responsable. Comme vous le savez sans doute, les utopies ne durent jamais très longtemps. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette organisation a eu d'énormes difficultés à exister. Il y a eu des menaces de tous les côtés, du côté syndical comme du côté patronal. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce néocorporatisme a disparu. Chacun est parti sur son chemin, comme avant la création de la Fédération genevoise des corporations. Mais ce néocorporatisme a laissé des traces très profondes, non seulement à Genève, mais ailleurs en Suisse également. D'abord parce qu'il a été la base du dialogue social en Suisse, un dialogue social qui fait toujours partie de nos conditions cadres. Ensuite, parce qu'il a permis, avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, le développement d'institutions sociales. C'est là qu'on a vu poindre les prémices de la retraite de vieillesse pour les employés en Suisse. Ça a été aussi l'occasion, à la fin de la guerre, en 1947, de créer une organisation régionale, la Fédération des entreprises romandes. Celle-ci s'est faite sans l'organisation du canton de Vaud. Celle-ci étant présente ce soir, je tiens à préciser d'emblée que nous n'avons pas de difficultés particulières. Au contraire, nous collaborons extrêmement bien. François Puricelli est là.
au quatrième rang, avec le centre patronal. Mais voilà, chacun a ses particularités. Et le canton de Vaud est demeuré en dehors de cette organisation régionale qui a vu le jour en 1947. C'est donc une nouvelle originalité, une régionalisation patronale, au fond assez unique en Suisse. Vous aurez peine à trouver d'autres organisations de même nature. Il en existe, mais leur structure n'est pas du tout aussi forte que celle qui nous voit intégrer l'ensemble des cantons romans. Cette organisation a vu le jour sur des convictions fortes, sur des valeurs qui sont toujours celles qui nous animent. La libre entreprise, la responsabilité individuelle et collective, le dialogue, le respect d'autrui, l'écoute. Mais aussi le pragmatisme, savoir s'adapter aux mutations sociales et technologiques, ne pas rester figé sur des dogmes. Après tout, la société bouge très vite, comme l'avait rappelé le fondateur de cette maison, Renaud Bard, il y a quelques années, lorsque j'avais eu l'occasion d'avoir un dialogue à ce sujet avec lui. La fédération, en ayant cette dimension régionale, s'est également renforcée au plan fédéral. Comme vous le savez, elle est reconnue comme organisation fêtière par les autorités fédérales et elle a de nombreux sièges dans les commissions officielles à ce niveau, en particulier dans le domaine de la sécurité sociale et des relations du travail. La fédération est membre des 3 grandes organisations fêtières de l'économie, directement ou indirectement. Économie suisse, l'Union patronale suisse et l'Union suisse des arts et métiers, où depuis une dizaine d'années, elle est la section cantonale des arts et métiers. Alors notre président l'a dit, ce n'est pas parce qu'on est membre qu'on n'a pas parfois des divergences, assez profondes tout de même. Si l'on prend la prévoyance professionnelle 2020, c'est vrai que nous n'étions pas d'accord et que ça a généré des tensions entre nous. Pour ce qui est de nos bilagues, eh bien, avec l'Union suisse des arts et métiers, nous avions également une divergence assez forte, mais nous avons pu faire valoir notre point de vue, nous avons pu le défendre à chaque fois, et je crois que c'est ce qui est très positif. Nos organisations sont des instances démocratiques et vivantes. Et puis pour tous ceux qui pensent que nous sommes en désaccord permanent, je les rassure, sur la plupart des sujets, nous sommes en accord. La FR Genève est un prestataire de services, elle est devenue de plus en plus au fil du temps, comme beaucoup d'organisations professionnelles, mais c'est évidemment, comme le président l'a rappelé, une organisation qui se voue à la défense des conditions cadres de l'économie. Dans ce contexte, nous menons des actions de nature politico-économique et nous développons également une réflexion sur ce que peut être dans le futur, en particulier le monde du travail. Au niveau politique, les relations avec l'Union européenne sont pour nous une préoccupation constante, puisque c'est un débat qui est permanent sur la scène politique de savoir quel type de relations nous devons entretenir avec l'Union. Mais au fond, pourquoi est-ce que nous sommes, on nous le reproche parfois, si enclins à parler de nos relations avec l'Union européenne et des accords bilatéraux? Pas forcément pour les accords eux-mêmes, bien qu'ils soient très importants quant à leur contenu, mais surtout parce que nous avons la conviction que c'est ainsi que nous défendons un ensemble de valeurs communes propres à notre continent. Nous savons aussi que les valeurs portées par l'Union européenne sont des valeurs qui nous ont permis d'avoir la prospérité en Suisse, que l'on soit membre ou pas de cette union. Le respect entre les peuples, la consécration des droits de l'homme et de l'état de droit sont les éléments constituant nos sociétés démocratiques. Veut-on continuer à promouvoir de telles valeurs qui sont celles de notre État et qui sont si chères à notre fédération ou pas? En Suisse, les attaques continuent de s'intensifier. Bon, nous sommes à une année des élections fédérales, donc c'est assez normal que ceux qui ne croient pas à cette relation avec l'Union européenne continuent leurs attaques. Mais je pense en particulier à la nouvelle initiative sur la fin de la libre circulation. Vous pouvez penser aux attaques sur l'accord cadre avec l'Union européenne. Et puis il y a aussi l'initiative sur la suprématie du droit suisse. Comme vous le savez, le droit suisse est supérieur à tous les autres dans le monde. Ça se sait depuis longtemps. Et ça s'est avéré exact dans bien des cas. Voilà. Finalement, on devrait supprimer le reste des droits. On ne garde que le droit suisse. Puis comme ça, c'est bon, on gouverne le monde. Je pense et j'espère que le débat politique va un peu s'alléger sur ces questions. Vous savez que le flux migratoire diminue, il est revenu à son niveau de 2002, et puis on le voit ces jours, le franc suisse s'affaiblit, ce qui est une bonne nouvelle pour notre économie. Nous qui avons vécu sa montée subite en janvier 2015, nous étions d'ailleurs en séance du conseil de direction avec notre président, qui devenait tout blanc au fur et à mesure qu'il suivait les informations sur son téléphone portable. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons tout intérêt à avoir une Union européenne qui fonctionne parce qu'elle nous permet aussi à nous de fonctionner.
Nous voulons également éviter l'insécurité juridique qui n'est pas bonne pour la marche des affaires. Garantir un marché, en particulier un marché du travail, qui soit aussi équitable que possible. L'insécurité nuit fortement à la crédibilité d'un État dans sa dimension économique. Et la Suisse se caractérise actuellement par un certain nombre d'éléments qui nuisent à ce qu'elle a toujours pu apporter, à savoir une garantie de stabilité dans les affaires. Alors je reviens sur l'initiative appelée le droit suisse au lieu de juge étranger, dite initiative d'autodétermination, pour souligner à quel point elle crée de l'insécurité juridique. Il ne s'agit pas de savoir si l'on est dans le cadre d'une discussion avec l'Union européenne, ce n'est pas du tout le fond du problème. Le problème, c'est de savoir si vous pouvez aller négocier avec d'autres États des accords en leur indiquant que dès le début, il n'est pas sûr que vous appliquiez le dit accord. Vous imaginez si vous allez trouver maintenant les États-Unis d'Amérique en leur disant « Monsieur Trump, nous sommes désolés, vous êtes fort sympathique, mais le droit suisse est supérieur au droit américain. » On sait que l'inverse est vrai, mais on pense que donc, le droit suisse est supérieur au droit américain. Donc on va signer, puis après on verra bien. En matière de sécurité juridique, on fait quand même mieux. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est aussi une volonté peut-être de mettre les juges sous tutelle quand un certain nombre d'arrêts ne plaisent pas et de rapeter d'une manière générale l'indépendance de la justice. C'est aussi, en filigrane, l'idée de réduire la portée de la Convention européenne des droits de l'homme. J'aimerais ici souligner que M. Mauro Poggia, lors du rapport de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire, a rappelé qu'on ne saurait transiger avec l'indépendance de la justice. Certes, des collaborations sont nécessaires, et je crois que vous avez l'occasion très régulièrement, en particulier avec le procureur général, de voir de quelle nature cette relation doit être. Mais on ne peut pas, sous peine de mettre en danger l'état de droit, transiger avec l'indépendance de la justice. Quant à Guy Ryder, il est bien placé pour savoir à quel point les accords internationaux sont garants de la stabilité des marchés du travail, de conditions de concurrence équitables entre les économies. C'est à cela que tendent les accords internationaux, en particulier dans le domaine du travail. C'est aussi ce qui permet à chacun de retrouver dans l'économie et dans son fonctionnement la valeur qu'il peut lui attribuer, valeur qui est propre à l'individu puisqu'il est à l'origine de la création de cette valeur économique. Il faut qu'on puisse s'identifier à l'économie et le fait d'avoir des cadres dans lesquels les personnes se sentent inclus est un élément extrêmement important de la crédibilité économique dans son ensemble. L'affaire Genève, avec ses partenaires de l'UAPG, je me permets aussi de saluer son président, continuera de s'engager pour défendre un marché ouvert et équitable, mais s'opposera à toute mesure de nature à menacer les entreprises. Alors à Genève, une fois qu'on a décidé par 2 fois de refuser un salaire minimum, on se dit on va essayer une 3e fois. Pourquoi pas? Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que notre fédération ne va pas soutenir l'idée d'un salaire minimum. À 23 francs, c'est déjà beaucoup plus que partout ailleurs, et ça risque de mettre en danger ceux-là même qu'on veut protéger. Ça risque de les exclure du marché du travail. Pour les soins dentaires, il est question d'instaurer, à l'instar de ce qui a été refusé, fort heureusement dans le canton de Vaud, une assurance de base obligatoire. Là aussi, par un prélèvement salarial, ça veut dire par une augmentation du coût du travail. Nous ne pouvons pas accepter une proposition de ce type, sachant que nous avons déjà toute une infrastructure qui prend en charge ces soins de base. Dans les singularités non genevoises, plutôt helvétiques, je signale deux choses qui, à l'heure actuelle, sont particulièrement préoccupantes. D'abord, l'initiative Monnaie pleine, qui pourrait s'intituler « Caisse vide pour les entreprises et les particuliers ». Pourquoi? Parce que cette initiative qui vise à combattre les crises financières risque d'en créer une, en asséchant le crédit aux particuliers et aux entreprises. La monnaie scripturale pour les banques, c'est fini, ça va à la Banque nationale. Voilà. Donc je me demande, si jamais on a la mauvaise idée de voter cette initiative, ce qui ne sera pas le cas au mois de juin, vous voterez contre bien entendu, je me demande ce qui va se passer dans notre économie. En tout cas, pas de bonnes choses. Et puis la deuxième initiative, c'est l'initiative multi-responsable. C'est joli ce titre, hein, ça part du principe qu'elles ne le sont pas, alors qu'elles le sont. Multi-responsable, qui vise évidemment les multinationales, mais qui touche toutes les PME qui ont des relations avec l'extérieur. Et ça peut aller très très loin, qui devront s'assurer, jusque dans le dernier des détails, que leurs sous-traitants sont absolument en ordre à tous égards, sous peine de responsabilité civile et pénale. Y aura-t-il à cette initiative un contre-projet?
le Parlement fédéral y travaille. Nous n'y sommes pas opposés à condition qu'on restreigne très sérieusement le champ des responsabilités et surtout que l'initiative elle-même soit retirée. Nous avons parlé de l'échec de la prévoyance vieillesse en septembre de l'année passée. Ça ne veut pas dire que ce dossier ne doit pas être repris. Vous savez, hélas, la population vieillit. Elle vieillit bien, elle vit plus longtemps, mais par conséquent, il faut trouver les moyens d'assurer l'équilibre financier de cette prévoyance. Et les grandes lignes du projet fédéral, revues et visitées, qui correspondent beaucoup au projet précédent, moins les 70 France qu'on avait appelé l'AVS plus LI, en Suisse allemande, j'aimais bien cette expression. Sans cet AVS plus LI, eh bien, ce projet fédéral correspond pour l'essentiel à ce qui a déjà été débattu. Vous savez, dans ce domaine de la sécurité sociale, il n'y a pas mille et une manières de faire. Hein. Il faut assurer des rentrées et puis il faut contrôler la dépense. C'est très simple, très très simple. Par conséquent, oui, il faudra peut-être travailler un petit peu plus, il faudra revoir des périodes de transition, mais surtout, il faudra le faire. Tous les autres pays le font, pourquoi pas la Suisse. À 90 ans, nous nous interrogeons, comme je l'ai dit, sur les mutations technologiques du monde du travail. Elles vous impactent et elles nous impactent comme fédération. Pour une fédération qui a commencé avec la relation du travail, il est normal de se demander si cette relation du travail va continuer à exister sous la même forme ou pas. Il est normal de se demander si nous aurons encore un sens par rapport à cette évolution. Mais c'est la question que vous vous posez tous. Et je vous le dis, nous n'avons pas forcément de réponse. Et je crois qu'il faut avoir le courage de laisser toutes les portes ouvertes lorsqu'on traite de la question du futur de la relation du travail. Nous n'avons pas ici à Genève de réponse et nous n'avons pas non plus forcément de réponse au niveau international. Nous refusons l'immobilisme, nous refusons la démagogie et nous refusons le repli sur nous-mêmes. Ce sont les meilleurs moyens d'aborder l'avenir, de faire en sorte de remplir de notre mission en nous adaptant et en nous conformant aux valeurs qui ont été celles que nous avons défendues depuis 90 ans. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Les salutations protocolaires ayant été prononcées mieux que je ne saurais le faire par votre président Ivan Slatkin, permettez-moi de m'y référer et de vous saluer toutes et tous par un cordial et simple « chers amis ». C'est pour moi un plaisir et un honneur de prendre la parole ici devant vous au nom du Conseil d'État de la République et Canton de Genève, ce d'autant que nous sommes réunis pour fêter les 90 ans, 90 ans pour les étrangers dans la salle, 90 ans de cette jeune vieille dame qu'est l'affaire. Depuis 1928, Genève a traversé des périodes d'euphorie et des périodes de dépression. Combien de présidents avant vous, M. Ivan Slatkin, sont venus devant leur assemblée exprimer leurs espoirs et leurs craintes? Le bilan de ces 90 années n'a cependant pas à être qualifié de globalement positif, pour reprendre une formule que l'on affectionne de nos jours, mais bien de véritablement enthousiasmant. Cela n'a pas toujours été facile, mais que de chemin parcouru pour arriver à faire de notre canton la plus petite des grandes métropoles qui peut tutoyer les lieux les plus prestigieux de la planète. Tout ceci, nous le devons à des hommes et des femmes qui ont cru à la fois en la force de l'innovation et en l'attrait de l'imprévisibilité. Alors que la législature touche à sa fin et que les temps sont propices à l'énoncé de ce qui fut, de ce qui aurait dû être et de ce qui sera, il est bon de rappeler que rien ne s'arrête et que rien ne commence si ce n'est dans un microcosme politique dont le courage et la prudence sont dictés souvent par le rythme des élections. Vous l'avez dit avant moi, Monsieur le Président, la législature passée sera pour notre économie celle de deux, je retiendrai un regret en tout cas, regret de n'avoir pas vu aboutir RIE 3. Le mieux est parfois l'ennemi du bien et l'appétit de certains cantons, couplés à une défaillante pédagogie fédérale, ont eu raison du bon sens. Genève n'est pas une île déserte et le temps presse. Plus proche de l'aéroport international de Genève que certaines zones industrielles genevoises, le canton de Vaud a pris les devants. De manière certes caricaturale, on a coutume de dire qu'il n'y a pas plus mobile qu'un riche et de plus sédentaire qu'un pauvre, et ce qui est vrai pour les personnes physiques l'est également pour les entreprises.
Certains n'ont pas encore compris qu'il n'est pas seulement question de l'attractivité de Genève à l'égard de nouvelles entreprises, mais d'abord et surtout de garder sur notre territoire des employeurs et des contribuables qui nourrissent la richesse de l'ensemble. PF17 est indiscutablement sur la plus haute marche du podium des défis que Genève doit savoir relever ces prochains mois, et le Conseil d'État, quelle que soit sa composition au lendemain du 6 mai prochain, aura la responsabilité de mener à bon port cette réforme avec les mesures d'accompagnement négociées. D'autres défis attendent également notre canton. Le développement de notre aéroport, dont personne ne saurait nier les nuisances qu'il engendre, précisément parce qu'il se situe à proximité immédiate de notre cité, sera également au centre des débats. Comme mon collègue, monsieur le conseiller d'État, déjà élu, Pierre Maudet, le qualifiait hier devant la CCIG, il s'agit de la colonne vertébrale de notre économie. Et il s'agit de faire en sorte qu'il le reste. La mobilité, à l'heure de la prochaine inauguration du Léman Express, devra également retenir toute notre attention. Pareil investissement, dont la finalité annoncée est de constituer, entre autres, mais généralement, une alternative au trafic pendulaire de véhicules automobiles, devra tenir ses promesses. Des mesures fortes seront à prendre, avec nos voisins français d'abord, afin que soient mises à disposition en amont des alternatives incitatives au transport individuel. Dans notre canton ensuite, car si notre Constitution impose certes le respect de tout mode de transport, chacun a compris aujourd'hui que l'on ne peut pas avoir tout, partout, en raison de la configuration de notre canton et de ses voies de communication. En termes de logement également, les défis sont devant la porte. Et le 10 juin déjà, nous aurons à nous prononcer sur le PAV, qui constituera indéniablement le développement urbain genevois prioritaire. Ce sont 1900 logements supplémentaires et une réduction du taux de logement d'utilité publique qui sont les enjeux de cette votation que le Conseil d'État vous demande de soutenir. Sujet récurrent, et sur ce point je m'exprime à titre purement personnel, donc mes collègues sont libres évidemment de ne pas partager mon point de vue, comme toujours, le mode d'attribution des marchés publics devrait être repensé. Certes, fallait-il poser des règles de transparence dans un secteur où l'opacité, trop souvent, servait de ligne directrice. Mais n'a-t-on pas perdu le simple bon sens en acceptant des règles qui pénalisent notre propre économie? Je n'ignore pas les difficultés du débat. Néanmoins, souvenez-vous, mesdames et messieurs, en 2009, lorsqu'il était question du débat pour ou contre le CEVA, sur ce point nous n'étions pas d'accord, mais je pense que nous nous sommes rejoints depuis, à l'occasion de ce vote, qui était à l'occasion d'un crédit supplémentaire, il était question de donner du travail à nos entreprises. Ce projet avait cette finalité première. Cependant, qu'a-t-on constaté depuis lors? L'essentiel du gros œuvre a été attribué à une entreprise étrangère, et ce sont des centaines de camions immatriculés en France qui évacuent nos gravats au-delà de la frontière. Tout ceci est certes quelque peu caricatural, mais le sujet ne mérite-t-il pas qu'on s'y intéresse alors que partout ailleurs, autour de nous, on essaye de donner un avantage aux entreprises locales? La Suisse, et Genève en particulier, n'est-elle pas en train de jouer à la pucelle dans une maison close? Même réflexion en termes d'emploi. 4 ans après l'introduction de la directive cantonale privilégiant pour les chômeurs résidents le recrutement au sein de l'État, des établissements publics autonomes et des entités subventionnées, nous constatons que la maxime « quand on veut, on peut » fonctionne. Ce sont ainsi 7 886 recrutements entre 2014 et 2018 qui ont été réalisés par l'intermédiaire de l'Office cantonal de l'emploi, dont nous devons avoir l'ambition de faire la première agence de placement du canton. À la veille de l'introduction des mesures de mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse, si nous ne voulons pas être envahis par une bureaucratie cannibale, nous devons ensemble, mesdames et messieurs, mettre en place sur des bases volontaires les structures d'une collaboration qui permettent d'identifier et de recruter facilement et rapidement les compétences locales qui sont bien existantes, si l'on veut bien leur donner évidemment une chance. C'est cela l'esprit du véritable partenariat public-privé que nous devons construire ensemble dans l'intérêt commun.
Il y a tant à dire sur le travail qui nous attend, et je ne parlerai pas de la traversée du lac, acceptée dans son principe par le peuple, et qui devra faire l'objet d'une étude présentant tous les atouts nécessaires pour soutenir le projet à Berne. Je ne parlerai pas non plus, même si vous avez brièvement abordé le sujet, Monsieur le Président, sujet inépuisable, des défis en termes de santé et notamment de maîtrise des coûts, pour lesquels le canton revendique davantage d'outils de pilotage qu'on lui refuse pour pouvoir mieux lui reprocher de ne pas savoir les utiliser. Il y a une dissension apparente, mais nous avons tous un intérêt commun, c'est le maintien de ce système de très grande qualité. Je souhaiterais par contre m'arrêter un instant encore sur ce que l'on nomme l'intelligence artificielle et la place qu'elle jouera dans les professions de demain, pour lesquelles nous avons le devoir de préparer les nouvelles générations, et la présence de Pepper est un petit clin d'œil dans ce sens. Au-delà de la nécessité incontournable d'accroître et de renforcer les interactions entre l'économie et la formation pour favoriser l'adéquation entre les besoins de la première et la structure de la seconde, nous devons aussi prendre le temps de réfléchir à la place de l'humain dans le monde de demain. À l'heure où cette intelligence artificielle va pouvoir reléguer l'erreur aux oubliettes de la statistique, à l'heure où la prévisibilité d'une action et de son résultat vont devenir des musts, rappelons-nous combien de découvertes bouleversantes furent le fruit d'une simple erreur ou d'une inadvertance. C'est précisément parce que le copier-coller, avec son infaillibilité actuelle, n'existe pas plus dans la nature qu'il n'existe dans l'activité humaine, que l'évolution a fait en sorte que nous ne soyons plus des néandertaliens. Prenons garde de ne pas faire de nos successeurs des gourous de ce copier-coller, afin que la créativité, l'innovation et tout simplement l'esprit ne deviennent pas des notions d'un autre âge. Force est de constater qu'aujourd'hui, la main invisible, telle que prônée par Adam Smith, n'est plus défendable en tant que telle. Le laisser-aller, qui invite chacun à poursuivre son intérêt individuel, dont la résultante ne peut que favoriser le bien général, est un leurre, nous en sommes bien conscients, entre responsabilité individuelle et assistanat étatique. Il y a un juste milieu. Ce juste milieu, la Suisse a toujours su le trouver en créant des conditions cadres pour l'épanouissement de son économie, tout en préservant sa cohésion sociale. La tentation est grande de faire de notre économie le gouvernail de nos politiques publiques. Elle en est le moteur, elle en est aussi le carburant. Encore faut-il que les pilotes de ce bateau sur lequel nous avons tous pris place soient à l'écoute du ronronnement, mais aussi des possibles ratés de ce moteur pour que le juste dosage d'huile nous amène à bon port. C'est cela aussi le vrai partenariat public-privé. C'est quand les choses vont bien qu'on prend les bonnes résolutions. Aujourd'hui, notre économie constate une embellie. 7 entreprises sur 10 ont connu une progression de leur chiffre d'affaires en 2017, nous dit-on dans la presse du jour. Alors prenons la résolution de faire en sorte que notre collectivité puisse, par la mise en place rapide de conditions cadres stables et favorables à notre économie, obtenir les moyens de donner les justes prestations aux justes personnes, ni plus ni moins. L'affaire a 90 ans. Même Roger Moore, tout James Bond qu'il était, n'a pas atteint cet âge. Alors, joyeux anniversaire et longue vie à l'affaire. Vive Genève. Merci de votre attention. Guy Ryder a étudié les sciences politiques et sociales à l'université de Cambridge et suivi des études sur l'Amérique latine à l'université de Liverpool. Il parle français et espagnol, en plus de l'anglais qui est sa langue maternelle. À partir de 1985, il a occupé les fonctions de secrétaire de la section industrie de la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres à Genève. En 1988, il est devenu directeur adjoint, puis à partir de 1993, directeur du bureau de Genève de la Confédération internationale des syndicats libres. Guy Ryder a rejoint pour une première fois l'Organisation internationale du travail en 1998 en tant que directeur du bureau des activités pour les travailleurs et à partir de 1999 comme directeur du cabinet du directeur général. En 2002, il a été nommé secrétaire général de la CISL pour conduire le processus d'unification du mouvement syndical international démocratique à l'échelle mondiale. En septembre 2010,
Kai Ryder est revenu à l'OIT à Genève en tant que directeur exécutif en charge des normes internationales du travail et des principes et droits fondamentaux du travail. Guy Ryder a été élu directeur général par le conseil d'administration de l'OIT en mai 2012. Puis il a été réélu directeur général du BIT par le conseil d'administration de l'OIT le 7 novembre 2016, avec le très large soutien des mandants tripartites de l'OIT. Son deuxième mandat a débuté le 1er octobre 2017. Je vous cède la parole. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je commence en vous félicitant à l'occasion du 90e anniversaire de votre fédération. Et je suis particulièrement heureux de me trouver parmi vous et de profiter pour vous rappeler qu'au moment que vous fêtez votre 90e anniversaire, bon, l'année prochaine, le BIT va fêter son 100e anniversaire. C'est pas pour vous embêter, mais juste pour vous inviter à participer à notre centenaire, qui sera centré sur cette question de l'avenir du travail. Et chers amis, si je suis heureux d'être parmi vous, c'est surtout que, après avoir vécu et travaillé assez longtemps à Genève, c'est un vrai plaisir de m'adresser à un public genevois. Ça ne m'arrive pas tous les jours et pour moi, c'est dommage. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Mais heureux aussi parce que la Suisse et l'OIT, c'est une longue histoire. Une histoire qui va bien au-delà des relations protocolaires et l'hospitalité et bienveillance de la Genève internationale de nos jours. Le compagnonnage, si je puis dire, a commencé bien avant même 1919. Et l'intérêt lié aux questions sociales et à la législation du travail était particulièrement brûlant en Suisse, déjà vers la fin du XIXe siècle. Rappelons qu'à un moment donné, la Suisse et l'Allemagne étaient même en compétition pour la direction mondiale des politiques sociales. Il y avait quand même une certaine différence entre le modèle bismarckien et l'approche helvétique qui voulait équilibrer les intérêts des différents acteurs sociaux. Et les débuts du mouvement ouvrier ont été turbulents en Suisse, comme d'ailleurs pratiquement partout en Europe. Un congrès international tenu à Zurich aboutira en 1901 à la création de ce qu'on peut appeler l'ancêtre de l'OIT. C'était l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs. C'était le premier bureau international du travail situé à Bâle. 2 conférences de mouvement ouvrier à Berne en 1917 et 1919, avec entre les deux les événements de novembre 1918 ici, ont énoncé des propositions pour la politique sociale de l'après-guerre. Et elles ont été prises en compte à Paris lors des négociations qui ont abouti à la création de l'OIT. Mais, mesdames et messieurs, après Zurich, Bâle, Berne, c'est bien à Genève où notre organisation a élu domicile au début des années 20. Et après l'exil forcé à Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs toujours dans l'espace francophone, nous sommes retournés comme des bons et fiables citoyens internationaux à Genève. Le résultat de toute cette histoire, c'est que partout dans le monde du travail, l'OIT, c'est Genève, et Genève, c'est l'OIT. Et chaque ministre du Travail, chaque dirigeant patronal et syndical que je rencontre, n'importe où dans le monde, connaît Genève à travers notre organisation.
Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que tout est parfait chez vous. Il arrive même que des désaccords surgissent, y compris en matière de liberté syndicale avec, si je ne m'abuse pas, une plainte actuellement devant notre comité de la liberté syndicale. Mais tant que la volonté de dialogue, la pratique de la démocratie directe et votre culture de vouloir vivre ensemble sont là, il y a, je constate, toujours moyen de chercher et normalement de parvenir à un accord. Mesdames et messieurs, le dialogue social tel que nous le connaissons aujourd'hui, bipartite ou tripartite, est finalement une invention assez récente. Et le mérite de l'OIT est certainement d'en avoir défini les principes et les objectifs, tant au plan national qu'international, pour en faire un instrument de gouvernance quasi universel, même si ces modalités peuvent fortement varier d'un pays ou d'une région à une autre. Mais encore, faut-il pour cela que l'existence des organisations d'employeurs et de travailleurs indépendantes, solides et efficaces soit garantie, dont l'importance de votre fédération. Or, aujourd'hui, le tableau de dialogue social est pour le moins nuancé. Et paradoxalement, ce sont les fondateurs du dialogue social, principalement les nations de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord, qui marquent le pas. Qu'il s'agisse du modèle social européen, qui a pourtant inspiré bien de pays à travers le monde, du syndicalisme ou des institutions de dialogue social, tous les repères semblent brouillés. Nous avons tous à l'esprit les élections récentes en Europe, aux États-Unis aussi, où nous voyons le scepticisme croissant des citoyens à l'égard des institutions européennes comme des partis politiques traditionnels suspectés, à tort ou à raison, de ne plus être à l'écoute des peuples. Dans mon travail, je constate que le dialogue devient plus difficile dans nos États membres et entre nos États membres. Et je pense que ça doit être source de préoccupation pour nous tous. C'est évidemment à vous, les Genevois, de tirer les leçons des récentes élections dans votre canton, et je constate que vous êtes en train de le faire. Mais il est vrai que dans les années 90, la mondialisation a servi de prétexte à toutes les expérimentations sociales possibles dans le monde. La dérégulation a parfois jeté le bébé avec l'eau du bain. Et nous le payons aujourd'hui en montée des inégalités et pauvreté croissante qui parfois fragilisent le tissu social. Et je pense que la Suisse n'a pas été épargnée par ce mouvement, puisque le taux de syndicalisation, par exemple, a baissé régulièrement depuis jusqu'au 15% actuel, ce qui est malgré tout encore 2 fois mieux qu'en France, par exemple, mais moins bien qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni. Et venant, comme il est mon cas, du monde syndical, c'est évidemment un constat qui ne me réjouit guère et qui ne devrait pas non plus être un constat positif pour le monde patronal. Certains incriminent ici la bureaucratisation excessive des syndicats ou leur incapacité à se réformer ou de s'adapter aux conditions du monde du travail moderne. D'autres pointent du doigt le manque de démocratie au sein de l'entreprise ou encore la fin des idéologies. D'autres considèrent
que le dialogue social prend décidément trop de temps, trop d'énergie dans un monde qui requiert des décisions rapides. Et ceci n'est pas sans évoquer Albert Camus, qui raillait déjà les sociétés européennes modernes qui ont, selon lui, et je cite, remplacé le dialogue par le communiqué. Je me demande d'ailleurs ce que Camus dirait aujourd'hui des réseaux dits sociaux. En même temps, le rôle de l'État s'est indubitablement étiolé dans beaucoup de pays, alors qu'il devrait, selon moi, rester indispensable pour promouvoir et réguler le dialogue social. Et il y a finalement encore un sujet ô combien délicat, celui de la représentativité des partenaires sociaux, qui est directement lié à la question démocratique sur le lieu de travail et la société. Je reviens il y a peu des États-Unis, où le taux de syndicalisation dans le secteur privé est à peu près à 6% aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je reste pour ma part profondément persuadé du bien fondé du dialogue social comme objectif à atteindre, comme idéal toujours à parfaire et instrument privilégié de cohésion sociale et de progrès économique. Il est en cela une bonne mesure de la santé démocratique d'une société. Qu'il soit un peu malade dans certains pays ne signifie pas qu'il soit inefficace ou inutile ou caduque. En effet, l'idée selon laquelle tout dialogue social ne peut exister qu'au prix de la logique économique est erronée. Nous le savons. La Suisse en est l'un des meilleurs exemples. L'expérience prouve que les pays en tête du classement mondial en matière de dialogue social sont aussi les champions de la compétitivité mondiale, la Suisse, mais aussi Singapour, la Finlande, l'Allemagne, la Suède. Et ensuite, ce sont également les pays à forte tradition de dialogue social qui ont des marchés de travail efficaces et souvent les plus flexibles, probablement parce que les partenaires sociaux ont appris à travailler ensemble, qui se font confiance, ce qui signifie bien que le partenariat social est un atout au service du développement économique. A contrario, les pays qui vivent dans la confrontation sociale sont aussi ceux qui réalisent les moins bonnes performances en termes de taux de chômage, mais aussi de compétitivité. Nous l'avons bien vu lors de la dernière crise financière en Europe. Pour avoir travaillé avec plusieurs pays touchés de plein fouet par la crise, y compris la Grèce, nous avons bien vu les ravages causés par le détricotage des institutions et du dialogue social. Mesdames et messieurs, cela dit et conscient de l'énorme diversité qui existe entre les pays en ce qui concerne les institutions et les pratiques de dialogue social, mon point de vue personnel est qu'il y a 3 considérations qui peuvent aider tous ceux qui s'attachent de la valeur au dialogue social et qui peuvent nous aider à le faire fonctionner avec succès. Premièrement, et je crois que c'est essentiel, le dialogue social doit être permanent et non épisodique. Il doit être un constant dans les relations entre employeurs et travailleurs, plutôt qu'un dernier recours en cas de crise ou de difficulté, ou inversement, quand les temps sont particulièrement bons et qu'il y a un gâteau plus grand que d'habitude à partager. Et la différence réside entre un véritable engagement
dans un partenariat permanent qui produit des bénéfices réels et durables dans le temps, ou du simple opportunisme qui ne le fera jamais. Deuxièmement, le dialogue social a besoin, comme point de départ, non seulement d'une volonté d'écouter l'autre et de faire des compromis, mais plus fondamentalement de la conviction que ce faisant, un avantage à long terme peut profiter aux deux parties. Le dialogue ne fonctionne pas dans la construction théorique du jeu à somme nulle. Et c'est pourquoi certains, à gauche et à droite, y ont toujours été, et je le soupçonne, le seront toujours, hostiles au dialogue social. Et finalement, troisièmement, admettons que la légitimité du dialogue social et la place que lui est accordée dans nos sociétés soit généralement jugée, et à juste titre, en fonction des résultats obtenus. Un dialogue qui est stérile ou manifestement inéquitable, ou dont on considère qu'il ne répond pas à certaines exigences fondamentales de l'intérêt général, a peu de chances de conserver la licence que la société démocratique accorde à ces opérations. Mesdames et Messieurs, il y a en effet des vastes chantiers ouverts devant un dialogue social renouvelé. À l'OIT, nous avons décidé, j'ai dit tout au début, de mettre au centre de nos célébrations du centenaire une initiative mondiale sur l'avenir du travail. Et nous avons la ferme intention d'y associer tous nos États membres, et en particulier notre État hôte, la Suisse, et d'en faire également une occasion de rassembler la Genève internationale à la Genève que vous et vos partenaires représentez. Nous savons tous, Mesdames et Messieurs, que le monde du travail est dans un processus de changement et de transformation profond. Les réalités liées à l'innovation technologique, à la démographie, au changement climatique, à la mondialisation, mais aussi l'évolution des préférences sociales au travail, évoluent plus rapidement que les capacités de nos institutions et de nos décideurs politiques. J'ai vu dans la presse genevoise il y a peu que votre directeur général a été interrogé récemment sur ce que serait Genève en 2030. Sa réponse, personne ne sait ce qu'elle sera. Tu ne risques rien avec cette réponse, Blaise, hein? Parce que personne ne sait ce que sera le monde en 2030. Et je dirais la même chose quand il s'agit de l'avenir du travail. Mais j'ajouterai une chose, et c'est que c'est à nous, les acteurs du monde du travail, de fixer ensemble nos ambitions pour l'avenir, de décider ce que nous voulons de l'avenir du travail. L'avenir du travail ne sera pas décidé par la technologie. C'est une excuse. L'avenir du travail sera décidé par les personnes dans cette salle qui doivent décider ce qu'ils veulent faire de la technologie. Il ne faut pas nous abdiquer de cette responsabilité. Et pour nous, au BIT, ça doit être un avenir de justice sociale, c'est notre mandat centenaire, doit être un avenir de stabilité et de paix. Donc, Mesdames et Messieurs, pour conclure, permettez-moi de vous remercier encore de cet accueil. Une Genevoise célèbre, Ella Maillard, disait qu'elle voyageait pour trouver ceux qui savent encore vivre en paix. Aujourd'hui, la paix est devenue une denrée rare et revenons aujourd'hui, comme je l'ai fait, d'une visite en Palestine et en Israël,
j'en suis particulièrement sensible. Mais la Suisse reste l'un de ces endroits où l'on sait encore vivre à dialoguer en paix, en dépit des Cassandres qui prédisent plusieurs fois par an la fin du modèle suisse. Je compte sur votre culture de paix et de dialogue que j'ai appréciée pour entamer ensemble une nouvelle étape de notre histoire partagée à l'heure du XXIe siècle. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci pour votre exposé. J'en ai deux, en fait. Une, c'est le pronostic pour le match Liverpool-Rome. Important. Exactement. La deuxième, c'est quelle est votre appréciation de la place que les syndicats de travailleurs ont trouvée dans une organisation, notre voisine, l'Union européenne, dans le sens où vous représentez pour l'ensemble du monde des syndicats nationaux, et puis que cette structure intermédiaire s'est créée. J'ai le sentiment, vu de l'extérieur, que dans une structure comme ça, ils ont eu de la peine à trouver leur place. J'aurais bien voulu avoir votre avis sur cette question. Très bien. Je suis tenté de laisser passer la première question. Ce n'est pas mon équipe, je suis des autres. Mais en ce qui concerne le syndicalisme européen, et je dois rappeler que je ne travaille plus dans le mouvement syndical. Le BIT, ce n'est pas ça. Mais je pense que le syndicalisme européen est confronté par des défis qu'il n'a pas connus depuis le début de la création du modèle européen. Tout simplement parce que l'identification naturelle, presque automatique, du mouvement syndical avec le projet européen, nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment où il y a, je pense, une grosse diversification de perspectives syndicales européennes sur l'avenir de l'Europe. Et il y a deux lignes de fracture, nord-sud, est-ouest. Le nord-sud, vous le savez, c'est l'austérité, c'est l'Italie contre les Pays-Bas, c'est toute l'idée de la rigueur financière et économique. Ils ont du mal. Est-ouest, et pour moi, c'est une division beaucoup plus profonde, c'est une question de valeur. Et je pense que la question est posée, est-ce qu'il y a vraiment un consensus sur des valeurs de base européennes dans tous les États membres de l'Europe. Ceci dit, et je suis un de ces rares Britanniques qui est radicalement pro-européen, je crois à l'avenir de l'Europe. Je crois que l'avenir de l'Europe peut être positif si l'Europe reste fidèle à ses origines et ses valeurs de base. Je pense que c'est dans la mesure que l'Europe et le projet européen s'égarent de ses origines qu'il y a péril et danger pour l'avenir. Merci. Au milieu, Madame la Présidente des Transports publics. Bonjour, je suis Anne Nornang-Soucoupe, je suis présidente du Conseil des TPG. Et les TPG sont exactement au point maintenant que vous mentionnez. Nous sommes dans l'évolution des postes de travail vers un monde en transformation totale, avec des conducteurs qui ont fait à peu près le même travail depuis des décennies. Et maintenant, les TPG développent des véhicules autonomes, donc sans conducteur, avec des accompagnateurs, mais en tout cas sans conducteur dans une décennie ou deux. J'aimerais bien avoir votre avis sur la formation continue, c'est-à-dire comment nous avons 1200 conducteurs au sein de TPG. Il va falloir que nous formions les gens qui sont déjà dans l'entreprise. Donc la formation des jeunes, c'est un sujet. Mais comment faire la transition des postes existants vers des postes nouveaux du futur? Merci, Madame, pour la question. Je suis une
client fidèle et assidu de l'ETPG et bravo, hein. Super. Formation continue. Dans la commission mondiale que nous avons créée pour examiner toutes ces questions de l'avenir du travail, la question que revient le plus fréquemment, c'est l'idée de la formation continue. Tout le monde s'accorde à dire que dans un monde du travail qui change avec une vitesse extraordinaire, où l'innovation de technologie change tout, c'est la formation continue qui est la clé pour assurer l'emploi de demain. Tout le monde le dit. Mais la deuxième question, comment le faire? Comment le faire? Et c'est ça qui est difficile. Et pour moi, et ça devient de plus en plus évident pour moi, bien évidemment, il faut examiner nos systèmes d'éducation, nos universités, hein, pour éviter le mismatch, la non-correspondance entre les skills que nous offrons et ce qui sont demandés par le monde du travail. Mais le plus difficile, c'est quoi faire avec une travailleuse de 40 ans, 50 ans. Et ce n'est pas l'université, ce n'est pas les collèges qui donnent la réponse. Une des études que je trouve le plus intéressante sur l'avenir du travail, c'est l'étude McKinsey, qui donne la réponse à cette idée de la fin du travail. On a tous lu les bouquins sur la fin du travail. Ce n'est pas ça. Ça sera le besoin dans les prochaines 10, 15, 20 ans que les gens changent du travail. De là où ils sont aujourd'hui, au TPG, je ne sais pas, un autre. McKinsey dit que c'est 15% de la population active dans le monde du travail qui devrait changer de profession et acquérir des skills nouveaux. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais su le faire. Et donc, nous sommes en train d'essayer de donner des recommandations sur les responsabilités respectives de l'employeur privé, de l'État, et le rôle le dialogue dans ces processus. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se faire. Les comptes personnels de formation est un exemple qu'on peut utiliser, mais c'est un chantier qui est ouvert et sur lequel il faut que nous travaillions tous à l'avenir, entreprises, syndicats et l'État. Merci. Une autre question? Il n'y a plus de questions? On a encore le temps. Ah, voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Je m'appelle Marc-Élian Bégin, je suis cofondateur d'une société innovante à Genève. Dans vos périples de par le monde, j'ai deux enfants aussi à 9 et 13 ans. La préparation pour les prochaines générations au niveau de l'éducation. Est-ce qu'il y a des tendances pour trouver la réponse? Parce que dans 20 ans, on n'aura plus les mêmes métiers qu'aujourd'hui. Bon, je crois qu'on travaillera tous, j'espère. Mais quels sont les messages que vous voyez dans vos voyages qui nous permettent de réfléchir sur l'éducation, sur comment appréhender l'innovation pour être certain d'être sur la bonne vague? Merci. J'étais en train de sourire un petit peu de votre question, monsieur, parce que quand je voyage un peu dans mon travail, la question qui m'est posée sur les questions de formation, éducation, c'est comment est-ce qu'on peut faire comme les Suisses? Parce que, si vous voulez ou pas, la Suisse est reconnue internationalement que vous avez la clé, vous avez découvert le secret, la formation duelle, etc. Si on pouvait exporter le modèle suisse de formation, quand vous exportez les couteaux et le chocolat, vous aurez certainement beaucoup d'acheteurs, mais cette implantation n'est pas aussi facile que ça. Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 choses. Et moi, j'ai une question aussi à poser. La première chose, bien évidemment, c'est l'accès à l'éducation de qualité pour tous, et depuis très tôt. Et je pense que les inégalités, je ne parle pas de la Suisse, je parle au niveau international,
les inégalités de l'accès à l'éducation est peut-être l'élément le plus important dans le manque de mobilité sociale dans nos sociétés, et c'est grave. Deuxièmement, c'est un cliché peut-être, mais évidemment, il faut adapter mieux l'offre d'éducation dans nos sociétés et la demande qui nous vient des entreprises du monde du travail. Et la meilleure façon d'éviter cette non-correspondance, et vous avez découvert ça en Suisse depuis longtemps, c'est d'impliquer les entreprises dans l'éducation et la formation. Il y en a beaucoup. La question m'était posée hier en Israël. Mais comment payer ça? Comment est-ce que le Suisse, qui est riche, peut se payer ce système d'apprentissage? Et je réponds toujours les chiffres qui m'ont été donnés par l'Université de Zurich, qui me disaient que les entreprises qui pratiquent les apprentissages en Suisse, vous me corrigez si je me trompe, hein, ont un bénéfice d'entre 4 à 8% sur l'investissement. Ce n'est pas un acte de générosité, d'altruisme, ça fait partie du modèle du business de votre pays. Mais il y a une question que je vais vous poser aussi. Hein. Partout dans le monde, les gens disent « mais c'est dommage, nos enfants, ils veulent étudier l'histoire, la géographie, l'art, tandis qu'ils devraient faire des ingénieurs, des biochimistes, etc., etc., etc. » Il y a quelque chose de très bizarre dans nos marchés du travail, nos sociétés. Les choix d'éducation qui font les jeunes ne sont pas sensibles au signal, les messages qui leur envoient le marché du travail. Moi, j'étais le premier de ma famille à aller à l'université. Mes parents étaient désespérés que j'aille à l'université. Regardez. Mais un apprentissage, le marché du travail nous enseigne qu'une formation technique est beaucoup plus rentable que des autres schémas d'éducation. Alors moi, je suis arrivé avec une certaine réticence à la conclusion que les choix d'éducation qui font les jeunes n'est pas tout simplement en fonction des conditions existantes sur le marché du travail. Les choix d'éducation, culturellement, c'est autre chose. Et nous sommes obligés à intégrer cette réalité dans nos politiques. C'est une inconvenient truth, mais je pense que ça existe. Monsieur Reider, je vous remercie infiniment de votre exposé. Thank you.